Du coup, merci d'être là. C'est pas la première fois que je fais ce quiz, ce sujet, mais on l'a réadapté parce qu'on a pris les retours d'expérience, donc je suis très preneur des retours d'expérience à la fin, parce qu'on s'améliore à chaque fois. Donc l'idée, c'est de parler d'adaptation aujourd'hui. Alors, on ne pourra pas parler de tous les types d'adaptation, malheureusement, parce qu'on n'a que 20 minutes et le but, c'est de pouvoir vous laisser 10 minutes de questions, si possible, à la fin. Pour savoir, faire de l'adaptation aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui, la culture de demain, c'est la raison d'être de Pink, mais je reviendrai dessus juste après. Et l'idée, c'est de faire une conférence interactive aussi, parce que si je parle pendant 20 minutes, on s'ennuie. C'est plus sympa si on peut échanger, même si j'ai un peu d'écho derrière, si jamais, avec la sono, mais voilà. Je vais peut-être aller de l'autre côté, du coup, pour éviter d'avoir ça. Ok. Vous m'entendez toujours bien? Super. On s'adapte au lieu. Et du coup, j'ai besoin de ma gourde pour boire. Ça vous laisse le temps d'arriver, de ranger vos portables, terminer vos SMS et d'être bien concentré parce qu'après, on va jouer. Du coup, désolé pour le fond, j'ai bougé, ouais. Mais l'arrière faisait de l'écho. Ok. Donc l'idée, c'est de parler d'adaptation. Donc on va commencer par tout simplement, c'est quoi l'adaptation? Donc au niveau de l'adaptation, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a... Ouais, ça fait de l'écho, bon c'est pas grave. Au niveau de l'adaptation, on va avoir une tendance aujourd'hui à mieux prendre conscience des enjeux environnementaux, mais à vouloir agir très très vite. Les gens ont tendance à penser très court terme, ce qui n'est pas toujours la meilleure idée. Du coup, il y a vraiment un sujet en adaptation, en gestion d'actifs, ce genre de choses, qui est la bonne et la mauvaise adaptation. On parle beaucoup de maladaptation en termes d'adaptation aux enjeux climatiques. L'idée, c'est de déjà poser ça, c'est que identifier un risque dans le contexte actuel et essayer d'identifier une solution directement sans avoir étudié le reste ni le long terme, c'est une mauvaise idée. C'est une perte de ressources, ça va très vite, c'est satisfaisant parce qu'on aime bien avoir des solutions qui arrivent vite, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Ça peut être une bonne solution, mais pas forcément. La bonne adaptation, normalement, ça vient via l'analyse de risque, c'est-à-dire qu'on va regarder sur une chose donnée, quels sont les risques qui existent, quelle est la criticité du risque. Et donc pour évaluer cette criticité, on va venir voir la gravité du risque, donc à quel point ça représente un danger, et la fréquence. Donc en termes d'exemple, si je dois donner un exemple simple, vous pouvez souvent, par exemple si vous faites du vélo, vous pouvez souvent tomber à vélo, ça peut arriver souvent, c'est une grosse fréquence, mais vous n'allez pas vous faire très mal, c'est une petite gravité. Alors qu'à l'inverse, vous êtes à vélo, une météorite vous tombe dessus, c'est très grave, mais ça a très peu de chances d'arriver. Donc la fréquence est très basse, ce qui fait qu'on arrive à une criticité qui est encore plus basse. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, d'ailleurs j'ai dit il y aurait des questions à la fin, mais si vous ne comprenez pas, dites-moi, parce que le but n'est pas que vous soyez pendant 20 minutes à dire qu'est-ce qu'il dit lui, c'est pas le but. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier ça, de regarder le taux de criticité, et ensuite de regarder les différentes actions qu'on peut mettre en place, notamment à l'échelle de son organisation, mais aussi à l'échelle, je veux dire, publique, que ce soit la commune, la communauté de communes, la région, le département, etc. Parce qu'il y a des aides, il y a des plans d'adaptation, il y a des plans locaux aussi. Donc il y a moyen d'aller chercher des ressources. Il y a aussi des gens qui ont potentiellement déjà étudié les risques auxquels vous faites face et qui ont déjà trouvé des solutions pour ça. Donc c'est intéressant aussi de s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Et voilà. Et l'idée, c'est de comparer aussi ces solutions-là à le fait de réformer l'actif sur lequel vous identifiez un risque. Alors un actif c'est une chose, si jamais voilà, c'est un objet, ça peut être une machine, un équipement, genre un véhicule, un bâtiment, ce genre de choses. Et par réformation on entend potentiellement on va abandonner le lieu. Je prends un exemple, je suis du Nord moi plutôt, dans le Nord il y a eu beaucoup d'inondations, à un moment plutôt que de tout le temps payer l'assurance pour les bâtiments qui se font inonder, alors une solution pourrait être de dire bon on va mettre les bâtiments sur pylônes pour comme ça quand il y a des inondations on est au-dessus de l'eau. Mais potentiellement ça ne tiendra pas très bien, c'est pas hyper pratique, c'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite, tout un tas de choses. Potentiellement ça vaut le coup de déplacer le site, enfin de se relocaliser autre part, et à minima de se dire aussi les prochains sites je les mets pas dans la même région, je les décale un peu dans des zones non inondables par exemple. Ça aussi c'est de l'adaptation, mais ça peut être aussi de dire on va quitter le site et on va le laisser, on va l'abandonner parce que ça coûte moins cher. L'idée c'est aussi de voir en termes de coûts. Alors souvent on pense coût économique, mais ça peut être sur plein d'autres aspects, de ressources humaines, de temps, de technique, ce genre de choses. Comparer les différents coûts donc, entre ce qu'on peut faire, ce qui existe de manière publique et
supprimer la chose, parce que supprimer la chose, c'est plus avoir de problème. Bon, c'est aussi plus avoir ce que la chose nous apportait, mais voilà, parfois c'est nécessaire pour pouvoir comparer. Voilà, pour ce qui est de l'adaptation. Là-dessus, donc, je m'appelle Arnaud, si je ne me suis pas présenté. Je bosse chez Pink Strategy, je fais partie donc, du groupe Solstice dans lequel on a plein de métiers. Donc nous on est la filiale conseil du groupe, donc bureau d'études et conseils en performance énergétique et environnementale. On est juste derrière si vous voulez venir nous voir après. Et je ne suis pas tout seul, je suis aussi avec les collègues des différentes filiales, donc que ce soit Enerpure pour l'étanchéité des toitures, Mobilize Power Solutions qui va parler juste après pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques, ou Solstice pour le photovoltaïque. Et Novengo, c'est notre filiale de tiers investissement pour les projets si vous avez besoin de ce mode de financement. Nous, on travaille avant tout sur l'accompagnement des organisations, à prendre en compte leurs impacts sur l'environnement, mais aussi, et ça c'est plus le sujet en adaptation, l'impact de l'environnement sur eux, qui est la chose qu'on oublie en fait très souvent. On a beaucoup travaillé sur les plans de décarbonation, de réduction de nos impacts, mais on n'a pas beaucoup bossé sur les plans d'adaptation, de réduction de l'impact de l'environnement sur nos organisations. Nous, on veut travailler à insuffler une prise de conscience, donc informer les gens, les guider vers des solutions durables via des stratégies et ensuite les inspirer vers un passage à l'action. Le but, c'est pas de vous tenir par la main, c'est que vous soyez autonome, que le plan, vous l'ayez décidé, vous l'ayez construit avec nous, mais surtout quasiment vous-même et pour vous, pas tout seul bien sûr, pour que derrière, il vous parle et que vous ayez envie de le mettre en place. Si pour vous donner une stratégie où on a fait tout seul et ça ne vous parle pas, vous n'allez pas la mettre en place, ça ne sert à rien. Donc voilà. Avec nos deux focus sur construire une culture d'entreprise qui s'adapte aux enjeux environnementaux de demain. Et comme j'ai que 20 minutes, et que d'ailleurs j'ai pas regardé à combien de temps j'en suis, ok. Aujourd'hui on va surtout se focaliser sur l'adaptation et la résilience énergétique. Parce qu'il y a plein de sujets, on va en aborder après, mais j'ai pas le temps de tous les aborder. Et c'est un sujet qui va un peu plus parler, qui touche tout le monde. Voilà, on a tous eu les prix de l'énergie qui ont augmenté, on a eu la chance d'avoir des boucliers tarifaires pour certaines activités, ce ne sera pas forcément le cas dans le futur à chaque fois, là on voit qu'il y a beaucoup de baisses budgétaires, donc voilà, c'est aussi anticiper ça. Et c'est une forme interactive de quiz. Alors comme avoir des téléphones et des applications et on attend que les gens aient répondu et j'ai pas de wifi, c'est un peu embêtant, moi je fais ça à la main, c'est beaucoup plus simple. Et donc ce que je vous propose, comme ça vous fait bouger un peu aussi, ce que je vous propose en gros c'est de voter avec votre main, donc tout simplement... Vous connaissez pierre, feuille, ciseaux? Ouais. Ah, il faut rire un peu, ça fait du bien. Donc tout simplement, moi je vais toujours vous proposer trois réponses. Il y a toujours au moins une réponse bonne et en gros, vous pouvez juste voter en levant la main en faisant pierre, feuille ou ciseaux. Voilà. Et là, la première question pour se mettre dans le bain et voilà, tranquille, c'est pour les vacances, vous préférez aller à la mer, à la montagne ou à la campagne? Et je vous laisse voter. Ok. Vous avez compris. Alors il n'y a pas de bonne réponse bien sûr, faites ce que vous voulez. Et bon voilà. Et au passage, je mets, donc toutes les réponses sont bonnes bien sûr, je vous mets des petits trucs. Quand j'ai préparé cette conf, je voulais commencer aussi par un truc un peu fun et léger, parce qu'après on parle adaptation au changement climatique et à la crise énergétique, donc voilà. J'ai tapé top 10 des plages, des parcs, des montagnes et des campagnes de France et je suis tombé sur ça, j'ai pris la première image à chaque fois, donc je vous ai mis des trucs. D'ailleurs, notamment, là, il y a des choses qui sont pas très loin, du coup, notamment côté campagne. Mais voilà. Donc, petit message aussi au passage qu'en France, on a toutes sortes de paysages. Vraiment, on a de la mer, de la montagne, du désert. N'hésitez pas à aller voir, il y a plein de choses à faire. Et on passe vraiment dans la conf, là, maintenant que j'ai fait tout ce préambule, et au quiz. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais vous poser une question, vous allez voter, on va regarder c'est quoi la réponse, et je vais parler sur ce sujet. Ça vous va? On y va? Vous êtes prêts? Les mains sont échauffées, les poignets, tout ça? Top. Yes. Ok. Première question, on va commencer très très large et après on refera le focus sur l'énergie avec les limites planétaires. Donc, les limites planétaires, c'est quelque chose qui a été identifié par un centre d'analyse, Stockholm Resilience Center, et c'est les processus qui régulent la stabilité de la Terre. J'en reparle juste après. Ça fait peur comme ça, mais c'est plus simple, vous allez voir. La question, c'est est-ce qu'il existe sur Terre 6 limites planétaires, 9 limites planétaires ou 12 limites planétaires? Ok, voilà. C'est tranquille aussi, hein, c'est pas grave. On est là pour apprendre de toute façon. Donc il y a 9 limites planétaires, elles sont présentées ici. Je vais encore une fois pas les détailler, mais dans les connus, on va avoir le changement climatique, on va avoir le cycle de l'eau, voilà. On va avoir la biodiversité, on va avoir la couche d'ozone,
Je laisse un peu de temps sur la couche d'ozone parce que j'adore rappeler aux gens que la couche d'ozone était un problème il y a de ça quelques années. Bonne nouvelle, c'est que donc voilà, les limites planétaires, ce que vous voyez sur le graphique qui est à gauche, c'est les limites, et en rouge, c'est qu'on les a dépassées, en orange, c'est qu'on n'est pas loin de les dépasser, en vert, c'est qu'on ne les a pas encore dépassées. Voilà, donc on en a dépassé 6 sur 9. D'ailleurs, orange, on les a dépassés, mais on les a dépassés pas encore trop. Ça va. Voilà. Pour info, du coup, moi j'aime bien parler aussi de la couche d'ozone parce que c'est une limite qu'on avait dépassée, et tout le monde s'est mis d'accord, entreprise, public, État, pour dire ok, on arrête les dingueries parce que les cancers et les UV ça parle à tout le monde et qu'on avait des solutions techniques aussi assez faciles à mettre en place. On les a mises en place, on a interdit certains trucs, on les a remplacés par autre chose. Et là, le trou de la couche d'ozone est en train de se réparer. D'ici 2040, il devrait être refermé. Preuve étant qu'on peut rétablir un problème environnemental qu'on a causé via nos activités. Mais bon, voilà. On a ces limites et l'idée c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour respecter ces plafonds environnementaux. Donc ça fait partie des sujets sur tous les sujets environnementaux, mais aussi en respectant les planchers sociaux. Exemple, voilà, typiquement, on veut faire en sorte que les gens consomment moins de carburant parce que ça fait des émissions, ça pollue l'air et ça fait des émissions de gaz à effet de serre. On met une taxe sur le carburant. Et non, parce qu'on a des sociétés très dépendantes de la voiture et après on se retrouve avec des mouvements comme les Gilets jaunes qui avaient bien raison de se plaindre parce que on les empêchait d'aller travailler, de gagner leur vie et donc de se déplacer en voiture parce qu'on en est très dépendant en France mais aussi en général pour pouvoir pour pouvoir travailler, toucher un salaire et payer leur carburant pour aller travailler. Ça c'est typiquement une maladaptation aussi, donc on met en place quelque chose pour réduire l'impact mais sans réfléchir aussi au plancher social. Il faut que ça soit acceptable socialement, sinon ça ne marche pas. Petit exemple. Voilà. L'idée c'est de voir aussi, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est des choses très compliquées, il y a plein de sujets, il y a des limites planétaires qui portent des noms alambiqués, genre eutrophisation des sols. Si vous voulez une conférence sur l'eutrophisation des sols, n'hésitez pas à lever la main, mais voilà, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plein de liens entre eux et qu'à ce niveau-là, tout comme nous, on a des impacts sur eux. Et donc à gauche, vous avez un schéma un peu compliqué, mais qui montre tous les impacts pour les gens qui aiment bien et qui connaissent peut-être un peu et qui veulent aller plus loin dans les détails. Il y a aussi qu'on dépend beaucoup de ces différents cycles, que ce soit pour nos matières premières, l'énergie, l'eau, l'air, la température, mais aussi la santé mentale et physique. Voir une forêt, un espace vert, un beau champ de fleurs, ça fait du bien au mental et ça permet de rester en bonne santé mentale. Voilà. Ça fait partie des choses que l'environnement nous donne gratuitement, entre guillemets. Alors on paye pour extraire des choses, mais on ne paye pas la planète en disant merci pour ce cuivre, tiens voici de l'argent. Non, on le prend, c'est comme ça. Mais il y a un moment où ces ressources dont j'en ai mis des principales ici, peuvent arriver à des limites. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que si à un moment le robinet se ferme et qu'on n'avait pas prévu, pas anticipé, comment on fait? Question d'adaptation. Voilà. Là-dessus, s'il y a des sujets, des thématiques qui vous intéressent, parmi les choses qu'on fait chez Ping, donc c'était la première étape que je mettais avec inspirer une prise de conscience. On fait des ateliers de sensibilisation en intelligence collective et de formation donc, aux enjeux environnementaux, entre autres. Notamment via des ateliers qui sont de plus en plus connus, donc tout ce qui va être fresques, mais pas que les fresques, mais je donne les fresques, souvent les gens ont entendu parler. Vous avez notamment un village fresque là-bas si vous voulez voir ce que ça donne. Mais il y a plein de sujets qui permettent d'être vus en très peu de temps. Vraiment, c'est hyper varié. Très souvent, je donne un exemple, c'est tellement varié qu'il y a une fresque du football, typiquement. Voilà, il y a de tout sujet. Et c'est des super moyens d'apprendre en très peu de temps, d'avoir des bonnes connaissances en très peu de temps sur un sujet plus ou moins compliqué. Voilà. Ça, c'est une première base, commencer par comprendre le problème pour pouvoir agir dessus. Du coup, après, on veut agir sur le problème. Donc là, je réduis le sujet. Je vais parler que sur la limite planétaire changement climatique, climat. Et on va parler décarbonation. Donc ça va être tout ce qui va être bilan carbone, réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone, voilà. Et l'idée, c'est de se dire, OK, quelles organisations peuvent réaliser un bilan GES, donc c'est le bilan carbone. Bilan carbone, c'est une méthode, bilan GES, c'est une obligation. Voilà. À mettre en place une stratégie de décarbonation. Donc, quelles organisations peuvent mettre en place un bilan GES et mettre en place une stratégie de décarbonation. Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, les entreprises de moins de 500 salariés, les entreprises de plus de 500 salariés. Là, c'est à vous de voter. Alors, il n'y a aucun enjeu derrière, juste lever la main, allez-y voter. Ok, ouais. Plusieurs réponses là-bas. Alors effectivement, j'entends les trois. Effectivement les trois. Tout le monde peut, tout le monde ne doit pas. Petite nuance.
Il y en a, ils aiment pas quand on les prend de... Je vois des têtes, bah, c'est pas très sympa. Non, ouais. Tout le monde peut mettre en place une stratégie pour décarboner ses activités. Voilà. Petit message aussi. Pas attendre forcément la régulation, parce que notamment quand la régulation arrive, vous avez un officiel qui vient qui dit « Tu as 3 mois pour mettre en place ton plan ». J'accompagne des gens en ce moment qui ont eu ce coup-là. Ça prend 6 à 8 mois de faire ça. Je passe la contractualisation, ce genre de choses. Juste l'accompagnement prend 6 à 8 mois. Donc pas faisable en 3 mois. Mais les instances publiques, bah, tu as une deadline, il fallait la respecter. Voilà. Donc rapidement, première étape pour faire son plan de décarbonation, encore une fois, comprendre le problème, mesurer son impact, bilan GES, bilan carbone. Et l'idée là, c'est qu'en gros, on vient prendre toutes vos données d'activité, donc tout ce que vous achetez, tout ce que vous vendez, comment est-ce que ça se transporte, les salariés, comment ils se déplacent, la consommation d'électricité, tout ça, on regarde tout. On met en place ce qu'on appelle en face un facteur d'émission. Donc là, par exemple, il y a un exemple. Ma société consomme 1700 litres de diesel à l'année. L'impact d'un litre de diesel, c'est 3,1 kg de CO2 équivalent. Voilà. C'est une forme d'impact carbone. Ça fait 5 tonnes de CO2 équivalent. Voilà. Et on fait ça pour toutes vos activités. Enfin, on fait la somme de tous. Ça fait un bilan GES. C'est un peu comme une balance comptable, comme un bilan comptable, mais au lieu de compter en euros, on compte en CO2. Voilà. Donc on fait ça et après on bosse avec vous sur la partie importante parce que juste faire son bilan GES c'est bien, on sait combien on impacte. C'est comme faire sa balance comptable et pas faire une stratégie de financement ou un business plan derrière. On sait combien on paye, on sait combien on gagne, mais on ne sait pas ce qu'on va faire les prochaines années. On fait une stratégie de décarbonation et surtout on essaie de la co-construire. C'est-à-dire que vous d'un côté vous avez une connaissance réelle, pratique de votre métier, ce qui est faisable, pas faisable, les ressources que vous avez, qu'elles soient économiques, humaines, techniques, etc., temporelles aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ça aussi, encore une fois, dans l'adaptation, mais aussi l'action. Le nombre de fois où on identifie des actions et après, à chaque fois, je dis, il faut mettre une échéance pour chaque action, et on me dit, tout dans 3 mois. Je dis, vous n'allez pas pouvoir tout faire en 3 mois, il faut sélectionner. Et d'ailleurs, c'est l'étape juste après avec la matrice, mais voilà. Nous, en face, on vient avec notre expertise environnementale, donc on vient dire, ok, bah, est-ce que vous avez pensé à ça? Nous, on a déjà accompagné quelqu'un qui a fait ça. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Parce que aussi, n'étant pas du secteur, parce que très souvent, voilà, moi j'accompagne des gens dont je ne suis pas dans le secteur à la base. Moi, mon boulot, c'est d'évaluer les activités qui ont été listées. C'est pas de liste. Enfin, je liste les activités avec les gens, mais c'est pas le but. Et du coup, ce qui fait que je peux arriver, et on peut arriver avec un œil naïf aussi. On arrive en disant, ah, j'ai pensé, vous pourriez peut-être faire ça. Et là, par exemple, récemment, j'accompagnais des gens qui ont des centres de service où ils font la maintenance, enfin la réparation de camions. Je leur dis, bah, plutôt que de faire venir les camions au garage, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer les techniciens chez les personnes qui ont les camions? Puis on m'a dit, bah non, parce qu'en fait, on utilise des nacelles, il faut soulever le camion, il faut avoir des échafaudages, des machins, des nacelles de sécurité. Il faudrait que chacun de nos clients ait ça, en fait. Et en fait, ça voudrait dire qu'eux doivent faire homologuer la sécurité de ça et qu'on soit en accord avec eux et qu'on les audite pour s'assurer que nos gars, quand on les envoie chez eux, ça marche. Ok, on va pas le faire, ça ne marche pas, et voilà. Donc il peut y avoir aussi des idées qui ne marchent pas, mais aussi des idées qui marchent. Mais en gros, l'idée, c'est d'arriver avec des choses où soit ils n'y avaient pas pensé, soit ils n'y pensent pas parce qu'ils savent que ça va pas marcher, mais pareil, comme ça au moins on peut lister le truc de... Très souvent, c'est très bien aussi de dire on a pensé à ça, mais on ne le fera pas pour telle raison. Pour pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive derrière en disant vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas pensé à ça. C'est important aussi de lister ce qui n'est pas à faire. Parce que notamment, ça évite de revenir un an après avec d'autres personnes qui vont venir dire... on pourrait peut-être faire ça et on recommence à relister des choses qui ont déjà été évaluées, qui ne servent à rien ou qui ne marchent pas ou qui ne sont pas techniquement faisables aujourd'hui. Voilà. L'idée après, une fois qu'on a tout fait ça, qu'on a listé toutes les actions, c'est de dire ces actions, elles ont un potentiel de réduction de mon impact carbone qui est plus ou moins important. Donc est-ce que l'impact de la réduction, le potentiel de réduction est fort ou faible? Et est-ce que ça me demande un effort qui est plus ou moins important? Ce qui ça est très personnel. Autant l'impact est très... voilà, c'est une mesure, c'est très carré. L'effort est beaucoup plus spécifique à votre société. C'est-à-dire que voilà, toutes les sociétés n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes moyens, les mêmes envies aussi. Parce qu'un effort, c'est aussi est-ce que j'ai l'envie de le faire, tout simplement. C'est comme se lever le dimanche et dire allez, ce matin, je vais aller courir. Bah, il faut avoir envie de le faire. C'est un effort. Voilà. Et tout le monde n'aura pas la même envie. Je donne cet exemple, mais voilà. Et l'idée en fait après c'est de classer les choses en se disant ok il y a les trucs qui vont demander un effort important mais qui ont un gros impact de réduction, je vais les planifier parce que ça va me demander beaucoup d'efforts donc il faut le planifier et tant que j'aurai pas commencé à le planifier ça n'avancera jamais. Projet majeur. Tout de suite après par contre au niveau de l'action on va faire ce qu'on appelle les tâches rentables.
On parle aussi souvent de quick win, mais voilà, des trucs. Gros impact de réduction, ça me demande peu d'efforts, je le fais tout de suite. Une fois que j'ai planifié mes tâches rentables. Parce que si on fait que les quick wins et qu'après on se dit ok, on va planifier les tâches rentables, les projets majeurs, pardon, bah c'est dommage, on aurait pu les planifier il y a 3 mois et commencer l'action peut-être l'année prochaine. Maintenant, on va devoir réattendre 1 an et demi. C'est dommage. Voilà. Après, on va avoir les actions secondaires. Donc ça, c'est quand on aura tout planifié, tout fait en termes de tâches rentables. Bah, on va faire des petites actions secondaires donc qui ont moins d'impact mais qui n'ont pas trop d'efforts. Ça nous permet de rester dans la course et de se dire ok, je fais une petite action, ça me on voit du concret. C'est important de voir du concret. Le temps que les projets majeurs portent leurs fruits. Voilà. Et par contre, après, on aura les sujets non prioritaires qu'on ne fera pas parce que ça demande trop d'efforts et que ça n'a pas d'impact, ou qu'on remettra à plus tard parce qu'effectivement, une fois qu'on aura fait tout ça, bah, potentiellement, il ne restera plus que ça, et auquel cas, on vient déplacer la croix ici et on requalifie les actions. Mais bon, quand on en est là, ça veut dire qu'on a déjà bien avancé. On va déjà faire ce qu'il y a à faire. Et voilà. Et l'idée, à la fin, c'est de fournir toute une stratégie de décarbonation. Là-dessus, du coup, nous, on accompagne sur le bilan GES. Notamment, on est référencé expert Diag Décarbonation par BPI France. Donc, on peut accompagner les PME, TPE, donc les entreprises de moins de 500 salariés, si c'est votre cas, dans un bilan GES qui est subventionné. Donc, en gros, c'est un accompagnement à 1 000 € sur 6 à 8 mois, dont vous avez 6 000 € de reste à charge et 4 000 est financé par BPI France. Donc, voilà. Si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est des choses qu'on peut faire. Aussi, notre métier d'origine, c'est de faire de l'analyse de cycle de vie, donc de l'évaluation environnementale, ce qui fait qu'on a accès aussi à des bases de données internationales payantes, parce qu'aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir accès à une base de données nationale gratuite, la base empreinte, mais dès que vous avez des relations internationales ou des sites à l'international ou des trucs très spécifiques qu'il n'y a pas dans la base, bah, vous êtes bloqué, ou alors vous êtes obligé de faire des hypothèses d'imprécision, enfin qui sont moins précises plutôt. Nous, pour le coup, on paye des bases de données parce que c'est notre métier de base. On a aussi accès à des bases de données beaucoup plus fournies, beaucoup plus précises et détaillées par pays. Voilà. Dernière chose, comme ça, après on passe à l'énergie. Dernière question. Attention. Non, je rigole. Encore une fois, il n'y a pas d'enjeu. Donc, on a parlé de décarbonation. Il faut voir qu'aujourd'hui, la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent de notre consommation d'énergie et principalement d'énergie fossile. Donc là, l'idée, c'est aussi, on raccroche le sujet énergie, parce que ça crée aussi une grosse dépendance et c'est des ressources qui vont amener à être de moins en moins disponibles et donc de plus en plus chères aussi. Là, on l'a vu, voilà, genre en ce moment, le gaz a fortement augmenté, l'électricité, du coup, aussi a fortement augmenté parce qu'on a une tension sur ces ressources-là. Et là, l'idée aussi, c'est de voir, du coup, à votre avis, la part des énergies renouvelables et de récupération dans le mix énergétique français, c'est combien? Est-ce que c'est 5%, 15% ou 25%? Alors, je regarde un peu parce que ça m'intéresse. Ok. Alors déjà, première étape, c'est 25%. Je vous mets 2 graphiques. La question, je le reprécise, c'était sur le mix énergétique. Très souvent en France, quand on parle énergie, on pense électricité et on se dit ouais, on a 20% de renouvelables, 75% de nucléaire, on a un peu de, alors même un peu moins là, parce qu'à gauche vous avez notre mix électrique. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'électricité en France? Donc beaucoup de nucléaire effectivement, qui n'est pas fossile, qui n'est pas renouvelable non plus, c'est une autre énergie. Et on a du renouvelable et un peu de fossile. Ça c'est génial. On a un mix électrique qui est peu carboné. Top. Il s'avère que par contre l'électricité c'est un peu moins de 30% de l'énergie qu'on consomme. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, il n'y a que 2% de nos voitures qui roulent à l'électricité. La plupart des gens ont un chauffage au fioul ou au gaz. Tout ça, ça reste de l'énergie fossile qui est utilisée. Et qu'à la fin, on a donc 70% de l'énergie utilisée qui n'est pas de l'électricité et qui est déjà pas que du renouvelable. Et donc, in fine, on a aujourd'hui dans notre mix énergétique, pour tout ce qu'on fait, 25% de renouvelables à peu près. Alors, j'ai arrondi les chiffres, parce qu'on retient mieux les chiffres arrondis que les chiffres à virgule. 20% de nucléaire et 55% de fossiles. Donc, on dépend encore à quasiment 60% des énergies fossiles dans la vie de tous les jours en France. À l'échelle planétaire, ça tourne autour des 80-85% par exemple. Mais voilà, on reste, malgré notre mix électrique peu carboné, un pays qui dépend toujours beaucoup des énergies fossiles, ce qui représente du coup un risque du fait de leur volatilité, encore une fois. Quand on a là, avec les tensions côté Russie-Ukraine, on a coupé le gaz russe, c'est venu bouleverser le marché de production électrique européen, etc. Ça a fait grimper les prix. On a eu des boucliers tarifaires, que ce soit pour les particuliers ou pour certains secteurs privés.
heureusement, parce qu'à un moment le mégawattheure est monté à 1200 euros. Dans d'autres pays, il y a des très gros groupes qui ont dû fermer, tout simplement, parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs factures. Donc ça, c'est un risque qui risque de se reproduire. Et l'autre côté aussi, c'est de voir que en fait, il y a une opportunité à produire des énergies renouvelables soi-même déjà, parce que du coup, ça veut dire qu'on n'est plus en train d'acheter de l'énergie, on la produit et potentiellement on l'autoconsomme, et aussi à réaliser une transition énergétique de ses actifs. Donc, par exemple, passer ses véhicules d'une solution thermique à une solution hybride ou électrique ou d'autres sources d'énergie, ou d'autres vecteurs d'énergie plus exactement. Mais voilà. Donc il y a une opportunité là-dessus. Et c'est de ça dont je veux vous parler. Ça, c'est une autre chose qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le schéma directeur énergétique. Donc c'est comme la stratégie de décarbonation que je vous présentais avant, mais sur ce que vous consommez énergétiquement, qui se fait en 4 étapes. On regarde ce que vous consommez, et donc en termes d'énergie, comment c'est acheminé, donc en fonction de la taille de vos sites, parce que bon, des fois on est une société avec un seul site, ça va, on a un compteur. Des fois, on a un gros site. Typiquement, pour citer, le plus gros qu'on a accompagné, c'est l'aéroport de Lyon. Ils ont typiquement 3 réseaux avec leur propre secteur, etc. Ils consomment du gaz, de l'eau chaude sanitaire, de l'électricité, plein de choses. Donc il y a beaucoup de choses à évaluer. Et l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que ça va être les besoins énergétiques et les architectures énergétiques sur une date qu'on définit, souvent 2050, pour se projeter un peu loin, et souvent parce que c'est des dates qui sont demandées au niveau national et européen. Et ça en prenant en compte vos schémas d'aménagement et de développement. Parce que potentiellement, il y a des bâtiments que vous allez refaire, que vous allez casser, que vous allez détruire. Il y a d'autres bâtiments qui vont sortir de terre. Il faut les anticiper. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? On ne sait pas. Ok, mais vous avez déjà des bâtiments qui ont le même profil énergétique a priori parce qu'ils vont faire les mêmes activités. On vient essayer de modéliser en amont combien ça va être. On ne va pas être précis au kilowattheure, mais on est plus sur des questions de méga ou de gigawattheure potentiellement sur des gros sites. Donc ça, c'est important. Et au passage, l'autre partie de l'audit, c'est on regarde tout votre potentiel de production d'énergie renouvelable et de récupération. Parce qu'on va aussi regarder potentiellement de récupération d'énergie fatale, méthaniseur, biomasse, géothermie, ce genre de choses. Voilà, photovoltaïque, photothermique, éolien, selon si c'est faisable. Derrière, on va créer des scénarios. Donc on va regarder différents niveaux, on va dire, d'autonomie, que ce soit de l'autoconsommation, donc ça c'est un peu la base, c'est-à-dire je produis ce que je peux pour pouvoir tout consommer en direct, mais ça ne va pas couvrir énormément de mes besoins parce que je ne veux pas revendre sur le réseau, je ne veux pas déborder sur le réseau. Parce que sinon, il faut avoir des contrats spécifiques, etc. C'est un peu plus d'embêtement. On peut aller vers l'autosuffisance, c'est-à-dire que je vais produire exactement la même quantité que ce que je consomme, c'est juste que ce ne sera pas au même moment. Parce que par exemple, le photovoltaïque produit plutôt la journée, sauf que le midi, on a tendance à arrêter de travailler pour aller manger, donc ça va faire une baisse des consommations, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de pouvoir dire, en fait, tout ce que je consomme, je le produis, et en fait, du coup, quand je ne le consomme pas, je le revends, et ça vient financer quand je dois racheter. Donc ça peut être utile. Après, on va un peu plus loin, autonomie énergétique. Donc là, c'est de dire, je suis indépendant parce que j'ai maximisé mon potentiel, ce qui fait que j'ai un peu de surplus à certains moments que je dois revendre. On vient aussi lier avec quoi du pilotage. Donc ça, là-dessus, on a des solutions aussi dans le groupe avec, on a développé un système de pilotage qui s'appelle Smart. Si vous voulez plus de détails, des collègues de Solstice qui pourront vous le présenter. Mais aussi avec des solutions j'ai des bornes de recharge qui sont connectées à des véhicules qui sont bidirectionnels, donc ça existe, et d'avoir un véhicule en gros qu'on peut recharger, mais qui peut aussi rendre de l'électricité, ce qui fait qu'on peut l'utiliser comme une petite batterie tampon, un peu comme vous voyez les petites batteries mobiles que vous avez pour vos téléphones potentiellement parfois. Voilà, imaginez la voiture un peu comme ça permet de faire un tampon sur les moments où on n'est pas en train de consommer et de le récupérer plus tard, mais aussi tout simplement des systèmes de stockage basiques avec de la batterie. Donc on vient faire ça, et après si on veut aller jusqu'au bout, la dernière étape, mais ça c'est vraiment pour vous dire jusqu'où ça peut aller, mais on y va rarement, c'est devenir entre guillemets producteur d'énergétique en plus de son activité, c'est-à-dire j'exploite 100% de mon gisement, et il me reste combien de temps? C'est fini. Bon. C'est ma dernière slide de toute façon, mais je vais aller un peu vite, mais voilà. J'exploite 100%. L'idée, en fait, après, derrière, c'est de chiffrer économiquement et de chacun des scénarios et de vous présenter les différents modèles de financement qui existent. Ce que financer, est-ce que vous faites financer par un autre, est-ce que quelqu'un finance tout et il vous paye un loyer, etc. Vous sélectionnez le scénario qui répond à vos besoins et vos ressources. Encore une fois, on s'adapte à votre réalité. Pour ensuite, vous faites votre sélection et on vous fait le plan final, la stratégie énergétique finale pour que vous puissiez mettre en place des choses. Voilà. Et du coup, ouais, j'avais pas le temps. Il est genre 12h30 passé, c'est ça? 12h30 passé, ouais. Bon, désolé, du coup, j'ai plus de temps pour des questions. Ce que je disais, c'est une nouvelle version. Et je vais laisser la place à mon collègue. Mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est au stand juste derrière. C'est écrit groupe Solstice. Et je laisse la place.
pour la suite. Merci beaucoup.